Et bonsoir à tous et bienvenue ce soir dans ce 18-20 du Cercle de l'Aube pour cette édition du 5 juin 2026. On accueille ce soir en co-animateur Bender Benichou, bienvenue à toi. Et Merci. Lima is Gaming, bienvenue à toi aussi. Salut à tous. Comme à notre habitude, on va débriefer, on va dérocher un petit peu les infos de la semaine, les infos à venir, que ce soit en termes de JDR, jeux de plateau, en termes de TCG et Wargame, jeux vidéo, ciné et séries. Et on parlera de l'actu de notre invité, mais là pour le coup, qu'on a récolté au fur et à mesure avec une interview qu'on a faite sur Octogone d'un créateur, auteur et dessinateur de bande dessinée qui s'appelle Christophe Oyas et qui fait une très belle BD qui s'appelle Face à You. Voilà, donc on vous montrera un petit peu cette interview prise sur le vif qui dure une dizaine, douzaine de minutes. Voilà, et puis on en échangera après, et puis je vous parlerai parce que moi j'ai lu la BD. Et puis c'est moi qui ai fait l'interview, donc j'ai pas mal discuté avec lui. D'ailleurs, pour le plus grand malheur de tous les gens qui m'ont rejoint derrière, qui se sont mis à acheter des illustrations, qui se sont mis à acheter des BD. Voilà, donc vous allez voir, c'est très 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 bon dessinateur et un monsieur très très intéressant. Voilà. Eh bien écoutez, je vous propose d'attaquer tout de suite par l'actu JDR et jeux de plateau. C'est parti. Et on attaque et on part chez Game on Tabletop avec Ezrad, l'épopée des 4 saisons, actuellement en cours de financement, qui propose aux rôlistes de découvrir un univers médiéval fantastique original où le chaos est au cœur même du monde. Développé par Gribouillos, le jeu mêle aventure épique, humour et exploration dans un univers façonné par les saisons, chacune influençant les peuples, les territoires et les événements qui attendent les personnages. Porté par une direction artistique marquée et une identité résolument francophone, Ezrad cherche à offrir une alternative aux grands univers fantasy déjà bien installés. Si vous aimez les mondes riches en découvertes, les intrigues imprévisibles et les projets indépendants ambitieux, cette campagne actuellement disponible sur Game on Tabletop mérite clairement un détour. Je ne sais pas si vous avez le temps du coup de jeter un œil sur la campagne. Moi j'adore le visuel, un petit peu alors BD, cartoon, il y a un petit peu de mélange de beaucoup d'inspiration, mais un dessin très naïf pixel art. pratiquement, un peu pixel art effectivement. Et puis il y a une fraîcheur qu'on retrouve pas dans tous les jeux de rôle actuels où c'est souvent porté sur de la violence, des choses comme ça. Voilà, je trouve que ça amène un petit vent de fraîcheur. Alors il y en a d'autres qui le font, hein, bien évidemment. Mais là, pour cette campagne cette semaine, je trouve que c'est un petit vent de fraîcheur. Ça fait plaisir à voir. Ouais, c'est vrai que c'est rafraîchissant, c'est neuf, on va dire, comme approche, autant visuel que pour ce que ça semble proposer aussi. Donc, c'est quelque chose qui serait intéressant à voir, je pense. Alors, pour ce qui est du système, j'ai pas regardé, je vous avouerai que je me suis pas forcément plongé dedans. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans le coffret, vous allez retrouver 4 one-shots à l'intérieur. Je pense qu'on est sur du... je vais y arriver, un PBTA. J'avais la phrase en entier, mais j'avais pas l'abréviation. Puisqu'en fait, vous allez jouer, mais avec 2D 8. Voilà, pas 2D6, mais 2D8. Qui donc vont vous donner votre réussite ou non sur le jeu. Et après, visiblement, il y a tout un set de dés en entier, donc j'imagine qu'il y a pour les dégâts, pour des situations particulières, etc. Les fiches de personnages, vous pourrez les voir, elles sont très simplifiées. On retrouve presque... je sais pas si vous avez regardé sur Vinted ou déjà vu, il y a des fiches qui ont été faites pour Rick et Morty, pour jouer à du D&D. Ça ressemble pas mal à ça, c'est très très drôle. Voilà. Le pack est pas très très cher, je trouve, pour ce qui est proposé. On a notamment à 20 € le livre du jeu et l'écran de MJ en version PDF. Le pack Ezred, qui est donc le livre de jeu et l'écran de MJ en version physique, 45 €, donc ce qui est entre guillemets donné. Et à 80 €, on a un pack avec des cartes, avec les pions, les personnages, etc. Voilà, pour une campagne participative toute douce comme ça, je trouve que le prix est pas très élevé. Je vous sens pas convaincu. Effectivement. Si. Bon, non, franchement, non, ça va. Puis c'est cool, c'est neuf. Et j'aime bien aussi que ça présente un univers qui détonne un peu des habituels qu'on a, là, notamment là, dans les races jouables. Là, moi, la description des Légusors, ça me donne direct envie de les jouer. Jouer des végétaux, c'est génial. J'avoue que les Légusors sont très marrants. Les Célestiens sont cool.
Oui, visuellement. Les esprits magiques sont trop fun. Tout est bien et je trouve Ouais, que ça clairement. dénote, tu vois, ça change Il de il y a un petit ce côté qu'on a jeu, l'habitude. jeu 8 bits, 16 bits aussi qui est Ouais, ouais, ouais. pas trop déconnant. J'adore. Oui, un peu, La DA est très chouette. Ouais, ouais, c'est ça, avec des mélanges variés là, ça me rappelle un peu les mondes à la Undertale et compagnie. c'est ça. Il y a un peu de la vibe Zelda aussi sur le Game Boy de l'époque là, avec la Mmh, carte où tu te Oui. déplaces carré par carré. Voilà, c'est ça. je trouve qu'elle est pas mal. Et puis je pense que c'est un jeu qui se joue vite sur du combat, parce que quand je vois la taille des maps, à mon avis, c'est plutôt des maps faites pour le combat. Mmh, 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 Euh, c'est ça. voilà. Mais en tout cas, ça a l'air bien fait. Mmh, carrément. Eh bien écoutez, on enchaîne. Hop, si mon prompteur veut marcher. Mon prompteur ne veut plus marcher, c'est pas grave, je vais changer de méthode. Parce que ça arrive. Hop là. Tuc. Eh bien mon prompteur ne veut plus marcher. Alors c'est pas grave, on va faire autrement. Tac. On enchaîne. On enchaîne. Et on part sur Chien de guerre en restant donc chez Game on Tabletop. Actuellement en financement participatif chez les 12 singes. Chien de guerre propose un univers de dark fantasy brutal où la guerre n'est plus seulement un décor, mais le cœur même de l'expérience. Les joueurs y incarnent des mercenaires, survivants et vétérans confrontés à un monde ravagé par les conflits, la corruption et des forces qui dépassent largement les simples ambitions humaines. Avec son ambiance sombre, ses thématiques militaires assumées et sa vision désenchantée de l'héroïsme, Chien de guerre s'adresse aux amateurs de campagnes plus dures et plus adultes. Déjà financé très rapidement après son lancement, le projet attire l'attention des rôlistes en quête d'un univers où chaque bataille laisse des cicatrices et où la frontière entre survie et damnation semble toujours mince. On change carrément de direction artistique, hein. On n'est plus du tout sur du tout doux. On est carrément Ouais. sur de la violence pure et dure. Euh, avec un côté qui passe sans rappeler un petit peu tout ce qui est dark fantasy aussi. Ça tombe bien, c'est un petit peu le thème de l'invité d'aujourd'hui, du reportage qu'on aura en fin d'émission. Et là, avec des fiches de personnages qui déjà sont beaucoup plus complexes, on se retrouve un petit peu sur ce qu'on a dans les fiches de personnages de Donjons et Dragons, avec énormément de compétences, etc. Et clairement un univers où on ne vient pas pour planter des fleurs. Hein. On est bien d'accord. Effectivement. Moi, sur le propos, ce jeu, quand j'ai lu, j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec Valraven. Valraven, clairement. Il y a une inspiration forte. Parce que, ouais, le coup de tu gères une compagnie, tu as un système d'escarmouche, de duel, de bataille. Au niveau Et du tu peux combat, je monter ta trouve que ouais. compagnie et tout, donc effectivement, on est quasiment sur un copier-coller, entre guillemets, du jeu. Ouais. Alors après, voilà, là, c'est sur certaines mécaniques et tout. Après, on est bon, en même temps, c'est logique, hein, on incarne des mercenaires, des chiens de guerre, un peu ce qu'on est dans Valraven, donc c'est normal qu'on Exactement. ait, des approches, qui soient, identiques sur certains points. Mais il a l'air intéressant aussi, pour, les personnes qui aiment, la dark fantasy et le combat. Je pense que ça peut être quelque chose qui est très intéressant et les 12 singes, c'est une bonne maison d'édition donc Oui. il y a de quoi être hypé par le jeu. Et en termes de caractéristiques, j'étais en train de regarder, donc il n'y a que 3 caractéristiques. Là aussi, on se retrouve pas mal dans ce que fait Valraven. Vous avez le corps, qui va représenter tout ce qui est force, constitution, endurance, vivacité, avec la vitesse, l'agilité, la dextérité, la coordination et l'esprit, qui vont réunir l'intelligence, la volonté, le charisme et la perception. Voilà. Et puis derrière, vous allez avoir des compétences correspondant, avec des points que vous allez pouvoir répartir au fur et à mesure, qui sont notés de 0 à 3. Donc 0 incompétent, 3 expert, et les intermédiaires entre deux. Et tout un arbre aussi de traits de personnalité. Je pense que c'est là où ça tire un peu son épingle du jeu, Ouais. où vous allez pouvoir mettre en avant, mais je pense que ça va permettre d'amener du jeu dans le sens roleplay, et de justifier vos actions en face avec vos adversaires. Ouais, en fait, ça va être, une autre approche de ce que propose Valraven avec les descripteurs. Mm. Là, ça va être tu choisis, dans quoi tu es, enfin si c'est, un trait de personnalité qui est,
dominant ou non. Ou non. En tout Et cas, du coup, là, ça pourra être intéressant. le financement est pas mal avancé puisqu'il est à 523%. On n'est pas sur les mêmes catégories de prix que le jeu précédent, hein, on est un poil plus cher. Mais si vous voulez le pack complet, que je vous dise pas de bêtises, il est à 123 €. Il y avait un Early Bird qui proposait, je crois, en plus, les deux bases chroniques, écran, une campagne en plus, les jetons, un deck PNJ médiéval. Voilà, je crois que c'est ça qui est pas dans l'autre. Ah non, il y a aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y avait en plus sur l'Early Bird? Pas forcément indiqué correctement. L'Early Bird n'est pas détaillé. Ok. Livre de chien de guerre. Du meneur, écran. Ombre de rime à mort. Les jetons passion. Le deck. Ah, il y a un jeu solo sur le Early Bird qui est pas disponible du coup sur la campagne initiale. Donc voilà. Donc malheureusement pour ceux qui n'ont pas pledge tôt, vous n'aurez pas le jeu solo. Mais à mon avis, il doit peut-être être obtenable en à côté. Ouais, il sera peut-être C'est en probable, add-on payant. En tout cas, la campagne se termine dans 6 jours. Donc si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à aller pledge dessus. On enchaîne et on reste chez Game on Tabletop, et on va parler de Small Times Heroes. Après avoir séduit de nombreux joueurs en version originale via sa campagne sur GameFound, le jeu s'apprête désormais à débarquer en français sur Game on Tabletop. Le jeu solo propose un concept particulièrement original, vivre chaque mois une nouvelle aventure complète dans un univers de fantasy léger et accessible, pensé pour être joué en solitaire tout en conservant l'esprit de grandes campagnes d'aventure. Chaque scénario apporte ses propres défis, personnages et événements, offrant une expérience renouvelée au fil des parties. Avec sa direction artistique colorée, son format épisodique et sa volonté de rendre le jeu solo, simple d'accès sans sacrifier l'immersion, Small Time Heroes s'adresse autant aux amateurs de jeux narratifs qu'aux joueurs cherchant une aventure rapide à sortir régulièrement. Une campagne à surveiller pour tous ceux qui apprécient les expériences fantasy accessibles et les projets qui cherchent à renouveler la manière de vivre le jeu de plateau en solitaire. Là, pareil, on revient sur autre chose. C'est une autre DA, un peu plus presque manga, je dirais. Et ce qui est assez drôle, c'est le fait qu'il y ait ce système avec les builders de deck. Moi, ça m'a rappelé un petit peu le Fallout, où tu venais améliorer tes compétences avec des cartes que tu injectes dans tes compétences. Fallout 76, ouais. Ouais, je trouvais un petit peu le système rigolo. Ça change complètement de ce qui se fait d'habitude d'ailleurs, parce que je crois pas qu'il y ait grand monde qui fasse ça. Non, effectivement, c'est une approche différente de ce qu'on a habituellement et ça peut être aussi intéressant. Ouais, c'est clair. Et puis le côté roguelike, là, c'est cool parce que bah du coup, c'est bien prévu pour le solo et tout, ça pas de souci. Mais du coup, le fait de pouvoir faire du roguelike à deux, je trouve qu'en coop, c'est cool aussi parce que bah, ça apporte une autre vision du jeu. Généralement, les jeux pour deux joueurs, c'est souvent des jeux de duel ou des toutes oppositions. Là, de se dire qu'on a un truc narratif en roguelike, donc qui va se régénérer différemment à chaque fois. À deux, c'est cool, il y a de la rejouabilité. Ouais, je trouve ça bien. Et puis pour le coup, dans le visuel, on est presque sur un TCG. Effectivement, c'est comme du tu deck disais, builder, donc ouais. Ouais, clairement. Donc ouais, je trouve le truc assez fun. Ouais. Par contre, ils disent 1 ou 2 joueurs, donc j'imagine qu'on joue l'ennemi en même temps. On va devoir juste réagir en face avec l'ennemi. Oui, c'est ça. Je pense qu'il doit y avoir une IA de génération. J'ai pas trop tout regardé, mais généralement c'est comme ça que c'est fait. Surtout si c'est en roguelike, ça doit être avec des tirages de cartes aléatoires qui. Ouais, ça par exemple, il y a des cartes héros boss et d'autres trucs comme ça. Là, je regarde. Donc, En tout cas, moi, je vous avouerai que je suis assez tenté, d'autant que le jeu est pas si cher. La campagne est vraiment pas donnée, mais elle est pas vraiment pas chère, quoi. Le pledge maximum est à 44 € pour Small Time Heroes plus le playmat. Et il y a marqué 2 parties, donc j'imagine qu'il y a deux éléments. Essaye de comprendre je pense que c'est le playmat pour 2 joueurs. Ouais, pour 2 joueurs, c'est ça, ouais. Je pense. Donc il y a 2 éléments. Il y a un deck guerrière dedans de 67 cartes. Ouais, c'est ça, 2 playmats de 67 cartes. Donc déjà, quand on sait le prix d'un deck de cartes, en général, du coup, 44 balles pour 2 decks de cartes, déjà de base, c'est donné.
C'est ça. Et, Des cartes chef de meute, des cartes roi gobelin, des cartes nécromanciennes, des cartes gardiens. Ouais, il y a pareil, ça. Des plays de 24. Et, Il y a et énormément de cartes, quoi. l'autre truc qu'il faut prendre en compte, là, le playmat, alors je sais pas, j'ai pas vu si c'est précisé en quelle matière il est ou comment il est fait ou quoi, mais ça peut vite chiffrer, hein, si c'est en néoprène, si c'est cousu sur les côtés, ouais. Ah, ça, oui. ils le vendent déjà à 8 €, donc ouais, si on le prend en compte dans le prix du lot, non, ça La fait bien campagne baisser me le prix du lot. semble, sans être trop optimiste, mais donnée, quoi. Très honnêtement. Oui, on voit Ouais, le pledge en bas, effectivement, avec la boîte du playmat et tout ça. Ouais, non, la campagne est vraiment pas chère, quoi. Ah oui, d'accord, le deuxième playmat, c'est juste clairement. c'est juste un deuxième côté joueur, en fait. Donc de base, vous avez celui ennemi plus le joueur solo. ouais, c'est Le ça. deuxième Y en playmat, c'est Ah, ok, d'avoir un ouais. deuxième playmat côté joueur. Ok. ouais, ça pour le jouer en duo, non, c'est cool. Mm. Ah, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est vraiment pas cher. Le visuel est plus que sympa. Moi, ça me fait. Visuellement, ça a pas l'air d'être de l'IA. Ouais, non, Et, ça fait très les DA à la Cartoon Network, Adventure ouais, c'est Time et ça. compagnie. J'aime beaucoup, moi, perso. Ouais. Mais vraiment, le jeu La a l'air DA est vraiment cool. superbe. Ouais. Mm. Bon, j'ai un petit souci de prompteur, mais c'est pas grave. On prépare tout en amont, donc ça va marcher quand même. Allez, on va enchaîner. On va enchaîner, c'est pas grave, à la régie, t'inquiète pas. On va enchaîner, on part chez Ulule maintenant avec Popcorn, qui est actuellement en campagne sur Ulule. Ça se présente comme un jeu d'ambiance dédié à la pop culture et plus particulièrement au cinéma. Le principe est simple, deviner des films à partir de critiques, d'avis, de punchlines, de références parfois sérieuses, parfois totalement absurdes. Pensé pour être accessible à tous, le jeu mise sur les parties rapides, de l'humour et une bonne dose de mauvaise foi entre amis. Avec son univers résolument tourné vers la culture cinématographique, Popcorn Party cherche à réunir aussi bien les cinéphiles passionnés que les amateurs de blockbusters et de références populaires. Un projet léger, convivial et taillé pour les soirées entre amis qui mise avant tout sur le plaisir de jouer ensemble et de tester sa mémoire des grands classiques, comme des films les plus improbables. Alors là, on change complètement, on n'est plus du tout dans le jeu de rôle, hein, on est sur un petit game entre amis. Moi, je l'ai pris parce que j'ai trouvé ça quand même assez frais. Ça change un peu de ce qu'on a d'habitude. Ouais. Même si on retrouve un petit peu le côté quiz, film et série qu'on peut retrouver déjà dans d'autres jeux. Mais je trouve le visuel avec les petits bouts de popcorn là très très marrant quand même. Ouais, rien que le jeu de mots, la gloire du cinémaïs, ça m'a fait rire. Du coup, un jeu à la gloire du cinémaïs. Ça annonce la couleur, ouais, c'est le genre de jeu avec des rêves, et tout, qui sont cool. Et même, enfin, tu dis que ça s'éloigne du jeu de rôle, mais pas tant que ça, hein, parce que du coup, c'est le fait de faire d'improviser des tournures de phrases et compagnie. Moi, je trouve que ça aide, hein, ça stimule à mort, et c'est le genre de jeu après en impro qui t'aide. Le jeu a l'air quand même bien fun. C'est un truc vraiment au moment de la journée, zéro, et à jouer même avec des plus jeunes, sinon on a des difficultés, faut voir le. Mais ouais, ça a l'air bien cool. Et puis là, je suis en train de regarder un peu les paliers de financement là. Enfin, les paliers, les différentes contreparties. Bah, il est pas si cher que ça en plus, hein. Non, ça va. En vrai, le paquet complet là, avec avec la tasse, le tote bag, etc. 45 €. Oui, voilà, ça, Mais vous c'est- n'êtes pas dans l'obligation de prendre tout ça. Par C'est contre, ça. le premier, le jeu est à 25 € avec les jetons, avec les petites cartes pour dessiner, etc., les petits feutres fournis. Non, c'est le prix d'un jeu que on peut trouver en magasin. Ça me choque pas. C'est ça. Ouais, c'est. Ça me choque pas plus que ça. Ouais, la DA est rigolote. Un petit popcorn Captain America et j'adore. Il est trop bien. drôle. Même le Sauron. Le popcorn, le Sauron, César. il est pas mal, hein. Sauron avec le popcorn à la place de l'anneau dans la main. Ça, c'est génial. Harry Popcorn aussi, j'adore. Harry Il est pas Popcorn, mal. mais oui, putain. Mais voilà, je trouvais que ce jeu avait une certaine fraîcheur et ça m'a bien plu, donc c'est pour ça que je vous ai proposé ça ce soir. Voilà. Mais ouais, la campagne est vraiment pas très chère pour le coup. Je trouve ça
plutôt pas mal. Oui, c'est bien ce genre de campagne abordable. Parce que comme ça, il en faut pour tous les budgets, et, tout en étant raisonnable et quand même fourni avec plein de paliers, plein de contenus et possibilité Mhm. aussi d'avoir des goodies pour encore plus soutenir, donc c'est cool. Sachant qu'il reste 20 jours de financement. Il y a quand même déjà 150 contributeurs et il a déjà atteint son palier, hein. Il est à plus de 6 000 €, là. Il est à 6 286 €. Donc le jeu est financé, donc vous savez que si vous le prenez, vous l'achetez, quoi. Il est clairement validé. Il a été financé en une semaine. Donc il a été lancé, je ne sais pas s'il y a la date. Il y a 10 jours, en fait, Quentin. Il y a 10 jours, il reste 20 jours. Donc voilà, en une semaine, il a atteint son palier. Donc effectivement, c'est que ça doit marcher, qu'il a son public. Ok. Eh bien écoutez, si on en a fini avec la partie TCG jeu de plateau, on va enchaîner sur la partie TCG, la partie JDR et jeu de plateau. On va J'ai enchaîner plus rien avec à la faire. partie TCG et Wargame. Nickel. Et oui. Et du coup, j'ai aussi une connexion perdue. Alors, c'est pas grave, on va passer sur le. Et pour cette partie TCG et Wargame, effectivement, je vais Ouais, c'est bon, déléguer c'est bon. à mon très cher Bender Benichou cette partie-là, Ouais. puisque pour le coup, c'est un meilleur sachant Alors, que nous. oui, Donc, c'est à toi. après, même en ce moment, voilà, je suis pas le plus calé du monde en TCG, mais je suis un peu de loin. Et justement, là, j'avais vu passer une petite news que je vous ai mis. C'est concernant justement le dernier set lié au lore de Magic. On a vu que les fans, ils ont assisté à un des plus gros teasings de l'année, sans même s'en rendre compte au milieu des cartes. Depuis plusieurs semaines, la communauté avait remarqué d'étranges détails dissimulés dans certaines illustrations de Secret de Strixhaven, donc la dernière extension liée au lore de Magic. Wizard of the Coast a finalement confirmé que plusieurs des artworks... j'ai perdu. Oui, plusieurs des artworks contenaient bien des indices sur X-Haven, donc du coup une future extension qui a été annoncée à la MagicCon dernière. Et les visuels, donc du coup les visuels en question, c'était celles de cartes de land qui présentaient justement à la fois c'était les écoles de Strixhaven et à travers des portails miroirs des illustrations de l'école parallèle des mondes miroirs. Et donc du coup on peut voir que la magie à travers ces portails et ces illustrations, elle a pris une direction beaucoup plus sombre. Donc c'est présenté comme une déclinaison de Strixhaven dans l'Ecoverse qu'ils appellent, donc c'est les mondes miroirs. Et X-Haven abandonne donc les 5 collèges emblématiques que les joueurs connaissent pour introduire 5 nouvelles écoles de magie aux philosophies radicalement différentes. Là où Strixhaven célébrait le savoir, la découverte et la rivalité universitaire, X-Haven semble explorer les dérives du pouvoir magique, les ambitions personnelles et les conséquences d'une magie libérée de toute contrainte morale. Et ça montre que justement, ils délaissent pas le multivers, enfin justement le lore de base de Magic au détriment des univers Beyond et autres produits de pop culture courante. Et c'est cool, voilà. Et je trouve ça bien parce que du coup, ça veut dire que les joueurs eux-mêmes, à travers les cartes, ont vu les indices qui ont été au final confirmés. Donc voilà. Alors tu le disais, du coup, avec Seven, c'est le pendant de Strixhaven. C'est ça. Pour faire plaisir à Allchat dans le chat qui nous le demande, Strixhaven. Strixhaven, je l'ai dit. Et X-Haven. Alors dans le lore de Magic, parce qu'il y a Magic à la plage, Magic à la cuisine, Magic fait du vélo. Strixhaven, donc tu dis, c'est le collège de magie. Ouais, c'est ça. Qui était d'ailleurs qui a fait l'objet d'une extension Donjons et Dragons aussi. C'est ça, voilà. J'ai ici là. Et du coup, oui, c'est ça. C'est en gros, c'est une école de magie qui relie sur le plan d'Arcavios, qui est un plan un peu à la croisée du multivers de Magic, où il y a plein de portails et plein de lieux qui s'y croisent. Et donc, du coup, qui regroupe les meilleurs mages de tous les univers parallèles. Et donc voilà, c'était à la base, c'est ça, c'est un peu une version à Harry Potter, mais plus universitaire d'études de magie au sein de Magic. Et donc du coup là, ils développent le lore avec des dimensions miroirs à travers les portails les portails land. Donc, si on a l'illustration Instagram, on les voit les illustrations.
sur le lien. Et on a vraiment ce côté justement où genre à l'intérieur des portails, on a vraiment, c'est un monde miroir. C'est là où par exemple il y avait l'université des arts créatifs là. J'allais dire Reset, mais pas du tout. J'ai un trou, bon, c'est pas grave. En gros, l'université des arts créatifs est un peu anarchique. Et ça s'est transformé à l'intérieur. On voit des espèces de constructions métalliques. Et en fait, on est totalement sur du constructivisme et sur les arts constructifs. Donc, Constrari, là, qui est sur l'illustration. Et du coup, c'est cool. Ça fait vraiment. En fait, on est curieux pour l'instant. Voilà, on n'a pas plus d'infos. On sait juste que ça va venir. Et c'est bien parce que, outre le côté lore, ça explore aussi le fait que dans Strixhaven, on avait uniquement ce qu'on appelle à Magic les bicolorités ennemies, c'est-à-dire que c'est les couleurs sur le pentagramme au dos d'une carte. En gros, il y a 5 couleurs. C'est les couleurs qui ne sont pas côte à côte, qui étaient associées pour faire les différentes écoles, donc il y en avait 5. Là, ce coup-ci, on va avoir les couleurs amies, et donc du coup, les 5 autres bicolorités du pentagramme, et donc toujours plus de combinaisons et de nouvelles cartes à jouer, donc c'est cool. Voilà. Donc on a hâte d'en savoir plus en tout cas. Je pense que ça viendra l'année prochaine à mon avis, vu que là c'est teasé. Et qu'il y a déjà le planning de l'année qui a été annoncé. Mais bon, ça va être cool, ça va venir vite. Good. Et bien on enchaîne sur l'info suivante. Enchaînons du coup sur Warhammer 40K. Et oui. Du coup, voilà, je pense que là, tous ceux qui sont dans le Wargame, ils n'ont pas pu passer à côté du mastodonte de l'année, qui est la sortie de la nouvelle édition de Warhammer 40K. Donc du coup, là, c'est bon, là, depuis dimanche dernier, c'est officiel. Le lancement, il est... en tout cas, les précommandes vont arriver demain, à partir de 11h, sur le site de Games et les revendeurs partenaires indépendants. Du coup, c'est la V11, mais c'est une boîte d'entrée de gamme. Enfin, c'est une boîte en édition limitée pour découvrir. Il y aura bien sûr des starters qui sortiront plus tard. Mais voilà, donc c'est si vous voulez avoir accès aux règles, c'est la première façon de les avoir. Donc du coup, baptisé Armageddon, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait une référence à une ancienne boîte qu'on avait eue dans les années 90, qui était justement les mêmes armées à l'intérieur, avec l'illustration sur la boîte, la même illustration, mais remasterisée. Et donc, du coup, ils ont fait une version à jour, quasiment 20 ans plus tard, de la même boîte. Et donc, du coup, ça plongera au cœur des conflits du 40e millénaire emblématique qu'on n'en parle plus, que tout le monde connaît, grâce aux différents jeux qu'il y a eu, jeux vidéo, notamment Space Marines 2, là, qui a eu un gros coup de boost sur la licence. Donc, comme vous pouvez voir, on a du coup des Space Marines contre des orques, justement liés au lore de Armageddon, qui est une planète dans l'univers de 40K, pour préciser le nom. En gros, ce gros coffret, donc c'est une boîte conséquente. Ça va être la boîte d'entrée édition limitée, mais plus tard, il y aura des versions avec moins de contenu, mais pour justement tout au long de la version, pendant 3 ans, pour toujours découvrir le jeu. Donc voilà. Si vous êtes vraiment fan et que vous voulez collectionner, c'est le moment, mais vous pourrez toujours avoir de quoi se retrouver plus tard. On sait tous qu'il va falloir péter un PEL pour pouvoir acheter la boîte. Ouais, par contre, ça, parce que là, on a eu les prix qui ont teasé, on est sur les 240 € la boîte. Oh la vache. Voilà. Ouais, Oh la vache. Ça, c'est le point négatif, sachant qu'il y a 3 ans, la même boîte était à 200 €. Et dedans, au lieu d'avoir des livres en format souple, on avait vraiment le bottin cartonné. Rigide, ouais. Donc voilà, ça c'est un peu la douche froide, mais bon, ça c'est habituel avec Games Workshop, malheureusement. Chaque sortie, ça monte d'un cran. On va voir jusqu'à où ils vont monter. Il y en a, c'est le sport automobile, il y en a, c'est le wargame. Ouais, c'est ça, voilà. On sait que c'est des passions qui coûtent cher aussi. C'est ça. Donc c'est pour normal. Ça, ce que je dis, c'est que voilà, c'est pas non plus un indispensable, ça reste du premium dans le sens où c'est genre vraiment là c'est la première, en fait c'est la première boîte de la version avec les premières règles et tout, mais il y en aura d'autres moins chers et moins de contenu qui viendront plus tard, et on pourra tout autant en jouer et s'amuser. Et je crois pas dire de bêtises, parce que je crois qu'on en avait déjà pré-parlé. Il me semble que la boîte, ou du moins les règles, sont compatibles aussi avec les antérieures. Il n'y a pas forcément énormément de changements. Non, c'est ça. En fait, le truc qui est bien aussi avec cette version-là, ce que je trouve cool, comparé justement à celle d'il y a 3 ans, il y a 3 ans, ils ont fait carrément ce qu'on appelle une rotation des règles, et ils ont dit tous les livres qu'il y avait avant n'étaient plus jouables, et ils ont
refait des codex pour chaque sous-armée. Cette version-là, en gros, il faut plus la voir, c'est la V11, mais c'est plus une version 10.5 qu'une V11 tranchée. Donc du coup, ça veut dire qu'il y aura toujours moyen de jouer ces livres. Je pense qu'il y aura sûrement des PDF de mise à jour pour les petits trucs, mais voilà, il n'y aura pas forcément besoin de racheter les livres, en tout cas pas dans l'immédiat. À voir après sur les mises à jour et tout, parce que c'est des jeux qui sont suivis, mais voilà. Si vous êtes juste joueur occasionnel ou quoi, il n'y a aucun souci, je pense, de continuer avec ces règles présentes et ces filles. C'est vrai que quand on voit l'investissement que c'est en termes de pognon, hein, on va parler clairement, on en parlait les 200 €, 250 €. Changer, passer d'un livre de règles à un autre, ça fout un peu les boules. Puis pareil, tu passes en peine tes figurines et tout, te dire que entre guillemets tout est à la poubelle et que tu peux pas jouer à la suivante. Je crois que le pire avec les livres, c'est que non seulement c'est pas donné, hein, parce que je crois que les livres de règles par armée, donc qui sont achetés en plus des autres trucs, c'est genre dans les 30-40 € le livre. Et des fois, ça arrive. Il y a eu des fois dans certaines versions où le livre, genre, je parlais justement il y a 3 ans, le début de la V10, et donc avant la V9, où ils ont dit tous les livres d'avant ne sont plus jouables. Il y a des livres qui étaient sortis 4 ou 5 mois avant, quoi. Ah oui. Ça fait mal. Du coup, quand on dit il est plus utilisable, tu fais ah bah c'est génial. Voilà. Donc du coup c'est pour ça. Après, le jeu est bien suivi, la communauté est derrière. Il y a toujours moyen d'avoir les règles sans forcément passer par l'achat des gros livres et tout. Voilà. N'hésitez pas surtout à vous rapprocher de vos assos locales ou de vos magasins, notamment là si cette boîte vous plaît ou quoi, à soutenir les revendeurs indépendants qui font vivre le hobby. Et je sais que la communauté est bien et que soudés, on s'entraide et on partage. Ouais, il y a plein de fois où genre je sais que des fois moi je vais acheter par exemple un livre, ça va profiter à d'autres et inversement, ça arrive, voilà. Faut pas hésiter à faire du communautaire. Profiter des marchés parallèles et de l'occasion aussi. Oui, il y a un énorme marché de l'occasion. Jetez-vous sur l'appli avec un V, notamment au début, parce que moi je sais que j'achète beaucoup dessus. Et il y a un énorme marché parallèle d'occasion. Vous faites pas avoir, parce qu'il y a des trucs très chers qui sont vendus à des prix exorbitants. Mais le marché parallèle marche très bien aussi. Hein. Et ouais. Non, franchement, n'hésitez pas. Eh ben écoute, on enchaîne et tu voulais nous parler. Moi, ce que je remarque. Oui, pardon, vas-y. J'allais dire, ce que je remarque, c'est que même les jeux de figurines sont touchés par la mode du remake. Hein. Bah oui. Toujours. D'une certaine manière. Surtout qu'en plus, là, c'est drôle que tu dis. C'est drôle que tu dis ça parce qu'en plus, c'est vraiment. C'est un double remake parce que non seulement ils ont repris un concept d'une vieille édition, mais ça, c'est pour le fanservice. Le côté, voilà, on refait une boîte qu'on avait sortie il y a 20 ans mais avec des figures récentes. Mais en plus de ça, à l'intérieur même, ils ont refait des figurines qui étaient sorties en 2017, là, côté Space Marines, en version renouvelée, nouvelles sculptures et compagnie. Donc voilà, c'est drôle. C'est vraiment C'est pour ça que je dis, c'est destiné à des collectionneurs, à des personnes qui ont vraiment envie de se faire plaisir, mais c'est pas des indispensables, ce genre de boîte pour jouer. Il n'y a aucun souci. Il y a le marché de parallèle et le communautaire de se faire plaisir, quoi. Eh bien écoute, on va enchaîner et on va partir du côté de chez Trench Crusade. Oui. Du coup, Trench Crusade, c'est donc excellente nouvelle justement pour. Alors là, on va aller plus du côté wargame narratif et bon, toujours univers sombre. On reste quand même dans du grimdark. Ce qui est cool, alors Trench Crusade, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu indépendant qui a été il me semble le plus gros succès, en tout cas dans la catégorie wargame, jeu de figurines de Kickstarter, ou je sais plus, je crois que c'est Kickstarter qu'il a été financé en financement participatif. Et donc du coup ça a explosé. Et ce qui est cool, c'est que le succès continue, car c'est officiel, la VF arrive chez nous là, cet été. Enfin là, dès la deuxième quinzaine de juin, on pourra avoir ce magnifique livre que j'ai réussi à avoir en avance à Octogone, dédicacé d'ailleurs, parce que sinon c'est pas drôle. J'allais dire, ils avaient un très très beau stand en plus. Des figurines de partout. Voilà, pour ceux qui se connaissent un peu en JDR, c'est Arcane Asylum qui fait la traduction et qui s'occupe de la distribution en France. Et donc du coup, voilà, le livre de base va arriver là, courant mi-juin,
à la vente, c'est déjà en précommande sur le site officiel. Et surtout, c'est pas tout, parce que le livre de règles, c'est bien. D'ailleurs, le livre de règles n'est pas c'est pas un achat obligatoire dans le sens où les PDF sont fournis dans Trench Crusade de manière gratuite. C'est plus déjà pour soutenir le jeu ou pour avoir un bel objet dans la collection. Donc pareil, le PDF en français devrait arriver quand le livre sortira pour ceux qui veulent suivre les règles. Donc voilà. Et du coup, c'est l'autre annonce qui arrive avec, c'est la boîte de base du jeu qui sort cet été. Et là, du coup, pour tout le monde anglophone compris, et donc du coup, chez nous aussi en VF, on a cette chance-là, qui est déjà en précommande sur la boutique, mais aussi va être revendue dans vos revendeurs locaux. Donc n'hésitez pas à les contacter pour faire vivre le hobby et avoir des groupes de jeux. L'avantage d'un jeu comme Trench Crusade par rapport à Warhammer qu'on a vu juste avant, c'est que Warhammer, c'est un jeu de bataille avec beaucoup de figurines, des grosses armées. Dans Trench Crusade, vous serez plus sur des jeux d'escarmouche à entre 6 et allez, grand max 20 figurines à manier pendant une partie. Donc on est sur de l'escarmouche, ça demande moins de gestion, moins de peinture et de manutention à faire avant de jouer, donc c'est tout bénef. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y aller. Parce que je sais que justement, il y a plein de jeux comme ça qui sont concurrents de Games, parce que Games, c'est le principal dans le milieu, les jeux de Games, les Warhammer et compagnie. Mais ce qui est bien, c'est que nous en France, on a ce côté où on a un peu plus du mal avec les jeux full anglais, et malheureusement, dans Wargame, il y en a énormément. Et donc, du coup, là, le fait de pouvoir l'avoir en français, c'est vraiment cool. Voilà. Et ah oui, la petite pression aussi d'ailleurs, si vous êtes full débutant, que l'univers vous intéresse, mais que vous n'êtes pas sûr d'avoir du haut niveau en Wargame ou en jeu de figurines, déjà, c'est un jeu qui est vraiment basé sur le narratif, dans le sens où vous pouvez faire du jeu comme ça en one-shot, vous amuser et tout, mais ça sera beaucoup plus drôle de développer à la manière d'un JDR en gagnant de l'expérience pour vos personnages, en leur faisant monter au fur et à mesure. Donc du coup, il y aura ce côté, vous commencerez des parties avec des bandes un peu faibles, mais c'est pas grave, parce que vous apprendrez, et plus vous jouez, plus vous allez augmenter votre bande comme sur un JDR. Et l'autre truc qui est bien aussi, c'est que dans la boîte de base là, qui va sortir, les deux factions qui sont dedans, donc du coup à savoir la marine hérétique et les fanatiques religieux de la peste, c'est deux factions qui sont très débutants friendly, qui sont faciles à prendre en main. Ça demande pas d'avoir une énorme connaissance en tactique, de synergie et compagnie. Genre, il faut activer tel flic pour faire le combo. Non, c'est des bandes qui vont être assez offensives et assez faciles à jouer, qui vont vous laisser le droit à l'erreur aussi. Donc voilà, parfait si vous êtes débutant. Surtout que le Start en plus, il vient avec une campagne narrative en lui-même, qui va être jouable, donc du contenu. J'ai l'impression que ça revient un petit peu aux origines de ce qui se faisait le Wargame il y a 60, 70 ans, 80 ans. Je vais loin volontairement parce qu'historiquement le Wargame est très vieux. Hein. Ça date même des époques napoléoniennes et tout ça, le Wargame. Si vous voulez d'ailleurs lire des bouquins, il y a énormément de bouquins qui sont sortis dernièrement qui parlent de l'histoire du jeu et du jeu de rôle et du Wargame en général. Voilà, c'est très vieux le Wargame. Mais il y a eu une période où il y a eu un peu cette transition où le Wargame est devenu JDR et effectivement où on jouait plus des choses d'escarmouche, on jouait quasiment individuellement chaque personnage et ça revient un petit peu à cette essence du jeu qui est vraiment cool, je trouve. Et oui, c'est rigolo que tu le dises parce que justement, il se trouve que parmi les auteurs et les concepteurs du jeu, c'est beaucoup d'anciens de chez Warhammer qui ont bossé justement sur les premières, à l'époque de Warhammer Battle et même de Mordheim, autre jeu que les gens connaissent, parce que c'est un jeu d'escarmouche qui se passe dans l'univers de Warhammer Fantasy Battle, dans la cité de Mordheim, qui est une cité post-apo détruite par une météorite de Malpierre, et où du coup il y a eu la ville est dévastée et attire tout le monde pour venir looter. Et on y retrouve un peu cette essence-là, et donc du coup des gens qui ont bossé sur ce jeu-là se sont retrouvés dans la team de conception de Trench Crusade, donc on retrouve beaucoup ce côté old school JDR comme tu dis. Mais alors, ce qui est bien, c'est que moi, pour connaître un peu les anciens et nouveaux, c'est que c'est aussi adapté à un public nouveau avec une ergonomie de création de bande, de lecture qui est fait pour des joueurs nouveaux, ce qui n'est pas forcément le cas de vieux jeux comme Mordheim que j'aime beaucoup,
Mais pour des débutants ou des gens qui arrivent de jeux Ils sont modernes, peut-être plus lourds en termes de Voilà, mécanique, c'est ça, etc. voilà. Ouais. il faut réadapter, il faut pas tout mettre. Par exemple, genre, je ne conseillerais jamais à un joueur débutant qui a pas fait énormément de jeux ou qui fait que des jeux modernes de commencer par toutes les règles de Mordheim parce que sinon il va juste se noyer. Ah, c'est vrai. Non, mais littéralement, hein, c'est genre, c'est un truc, c'est infini les sous-règles et les compendiums. Donc du coup, voilà, c'est là-dedans, non, c'est beaucoup plus clair, c'est net. Il y a pas, le jeu, il est assez récent. Je crois que là, on est à peine sur la V2 du jeu et encore, c'est plus une V1.5. Donc le jeu est tout neuf. Le contenu se fait. Ils ont prévu du contenu qui va sortir, qui va être suivi. Et donc, voilà, pour quelqu'un qui démarre, c'est facile à rentrer et à se mettre dedans. Et en tout cas, parce qu'on en discutait lors d'Octogone, c'est un monde ultra dystopique où tu es dans une espèce de médiéval moderne avec des croisades, mais en fait, tu es pendant les guerres mondiales, entre guillemets, post-guerre mondiale. Ouais, c'est ça. Et tu as des portails de l'enfer qui se sont ouverts. C'est assez ouais, c'est ça. trash. En gros, c'est ça. C'est imaginer les croisades, mais pendant la Première Guerre mondiale et Ça. avec des entités Démoniaques, mélangées avec de Doom. fou. Voilà, c'est ça. C'est vraiment Doom, Première J'allais Guerre dire, c'est mondiale. du et les Doom pour croisades. la guerre mondiale, c'est ça. Et c'est littéralement ça. Hein. Mais il a Voilà. l'air assez fun. Visuellement, il est, Non, il c'est est ça. fantastique. On Et- feuilletait, tu me montrais un petit peu les personnages et tout ça la dernière fois. La DA est ouf. Le dessinateur, c'est Olshad qui en parlait dans le chat. J'ai Ouais, pas Loïc retenu le Mussy. nom. Loïc Mussy, aux illustrations. Le taf est dingue. D'ailleurs, tu peux remontrer l'illustration qu'il t'a fait en première page avec Ouais, la il dédicace. m'a fait justement un. Voilà, Comment ça s'appelle l'état d'esprit est génial. C'est un soldat du sultanat Et effectivement, sultanat du les Nord de- soldats du sultanat sont trop bien. Enfin, la DA du sultanat, elle est géniale. Ouais, j'aime beaucoup. Donc, Eh bien, écoutez, si on est bon pour ça, je vous propose de passer à la partie jeux vidéo. Et pour la partie jeux vidéo, il y a une tendance qui se pose depuis quelques temps et qui semble devenir la norme dans l'industrie vidéoludique. Les grands projets prennent plus de temps que prévu, et pour le mieux d'ailleurs. Et ces derniers mois, c'est 2 des jeux les plus attendus de la décennie qui ont officiellement été repoussés. D'abord GTA 6, dont la sortie a été décalée à plusieurs reprises avant d'être fixée au 19 novembre 2026. Rockstar Games et sa maison mère Take-Two qui justifie ce report par une volonté d'atteindre le niveau de qualité attendu pour un titre aussi ambitieux. Selon plusieurs déclarations récentes d'ailleurs, le développement aurait pris près de 18 mois de retard par rapport aux premiers objectifs internes. Mais l'onde de choc provoquée par GTA 6 ne s'arrête pas chez Rockstar puisque c'est Microsoft qui a récemment confirmé cette semaine le report de Fable à février 2027. Et là, c'est la douche froide. Officiellement, Xbox souhaite offrir au reboot de la célèbre licence un calendrier de sortie plus favorable, et on peut le comprendre face à un Rockstar et à son GTA 6. Cette influence du coup dans la sortie monopolise déjà l'attention des joueurs et des éditeurs. Malgré ce délai supplémentaire, Microsoft assure que le développement avance dans de bonnes conditions et promet de nouvelles présentations du jeu dans les prochains mois. Une chose est sûre, GTA 6 est devenu à lui tout seul un événement capable de remodeler tout le calendrier du jeu vidéo mondial, et ça, c'est quelque chose que Rockstar va devoir assumer, puisque effectivement ils sont devenus un petit peu le point noir du monde du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on attend que pour savoir si on sort les jeux ou pas, quoi. Voilà. Ah putain. Ouais. Après, ça peut aussi se retourner totalement contre eux si jamais GTA 6 déçoit, quoi. Il faudrait pas qu'ils nous fassent une cyberpunk. C'est clair. Effectivement. Ouais, je pense que ça va être qui tout double de toute façon. Soit ça va être le meilleur jeu du monde, soit ça sera le plus gros bashing. Je pense pas qu'il y aura d'entre deux, tu vois. Il y a beaucoup trop d'attentes, je pense. Ouais, c'est ça. Il risque de se prendre une tôle parce qu'il y a trop d'attentes. En fait, c'est ça, il y a tellement d'attentes que même si le jeu est bon, s'il est pas au niveau de l'attente, ça va partir en bashing. Et puis ils l'ont beaucoup trop vendu avec des teasings et tout ça. Je pense que les joueurs là, ils sont dans les starting blocks. Effectivement, 18 mois de décalage par rapport à la date de sortie initiale, enfin de retard. Les gens vont péter un plomb à la sortie si c'est pas parfait, quoi. S'il y a le moindre bug, ça va partir en winning. Après, ça et le fait que c'est un personnage féminin. Et le fait que c'est un personnage féminin, mais bon,
C'est aussi le problème de Kratos, actuellement de sa femme, qui apparemment va revenir en jeu vidéo. Alors j'ai pas retenu son nom, mais où effectivement il y a plein de bashing en disant on va quand même pas jouer une femme. Ce qui est d'ailleurs pour l'ensemble des joueurs, je vous le dis, c'est honteux ce que vous faites. C'est honteux. Clairement. Voilà. Parce qu'on joue une femme, un homme ou un enfant ou quoi que ce soit que ça pose problème. Ah bah, en même temps, le niveau de fragilité pour être atteint par des pixels. Voilà. Mais effectivement, vous jouerez, merci Manuscrit, Lofé, donc qui est la C'est femme même plus de la fragilité à ce Non, niveau-là. mais enfin, Non, c'est ça. comme dit le même, c'est honteux. Voilà. C'est honteux. C'est ça. Voilà. Bah, le jeu a l'air en tout cas très beau. Bon, ils ont un petit peu, de mon point de vue, défoncé l'actrice de doublage sur lequel a été morphée Lofé. Mais bon, Lofé est censée se réveiller après avoir été morte, donc en même temps, t'as pas la gueule très fraîche au matin. Mais voilà, ça ne pose aucun problème de jouer une femme. Je ne comprends pas la réaction de la plupart des joueurs. Et encore une fois, c'est honteux. Non, mais c'est ça. Voilà. Écoutez, on enchaîne et on va chez Steam. Ce coup-ci, on va parler du jeu Crash Out Crew. Les créateurs du phénomène indépendant Peak sont de retour avec un nouveau titre qui risque bien de mettre à rude épreuve les amitiés. Disponible depuis le 28 mai 2026, Crash Out Crew est le nouveau jeu coopératif du studio Agro Crab. Cette fois, les développeurs abandonnent les sommets vertigineux pour nous envoyer dans l'entrepôt le plus dangereux du monde. Jusqu'à 4 joueurs doivent collaborer au volant de chariots élévateurs afin de charger des marchandises dans des camions avant leur départ. Sur le papier, la mission paraît simple, mais dans les faits, entre les collisions, les catastrophes environnementales, les météorites et les multiples pièges du décor, le chaos devient rapidement incontrôlable. Fidèle à la philosophie d'AgroCrab, Crash Out Crew mise avant tout sur l'humour, la coopération et les situations absurdes. Le jeu intègre même un système de stress. Lorsqu'un joueur craque sous la pression, son chariot devient incontrôlable et menace de ruiner tout le travail de l'équipe. Avec son gameplay inspiré des grands jeux coopératifs comme Overcooked ou Lethal Company, sa physique volontairement chaotique et ses parties rapides particulièrement propices au fou rire, Crash Out Crew pourrait bien devenir l'une des plus belles surprises multijoueurs de ce printemps 2026. Et effectivement, je pense que ça va casser et briser des amitiés quand on voit les images. Ah bah, ça c'est sûr. Ça, c'est encore un jeu Putain. à la cheese rolling. Ouais, Ça. qui va finir en soirée party game jusqu'à pas d'heure. Moi, c'est comme ça que j'imagine C'est ça. les employés d'IKEA dans les C'est ça. hangars travailler. Ils font des bastons dans les hangars. C'est avec Il faudrait même un tous les skin mecs, ils ont Ikea. les trucs qui leur tombent sur la tronche et tout. On se balance des Calax. Comme ça. Ça serait incroyable. Bah oui, ça serait incroyable. Bah oui, Mamie Boulanger, écoute, on espère bien qu'on va le tester en soirée party game. Il y a intérêt. Mais ouais, ça a l'air. Entre deux roulés de À fromage. l'occasion. Ouais. Ça a l'air cool. Mais oui, on va aussi d'ailleurs rapidement, j'espère, pouvoir se refaire une partie de cheese rolling parce qu'il y a des titres à remettre en jeu. Carrément. Voilà, Je suis le roi indétrôné. c'est ça. Allez, on enchaîne et on part ce coup-ci sur PC, PlayStation et Xbox Series et on va parler de Gothic Remake. Pour de nombreux joueurs PC du début des années 2000, Gothic reste une référence incontournable du jeu de rôle occidental. Plus de 20 ans après sa sortie originale, Gothic Remake s'apprête à faire revivre cette aventure culte dans une version entièrement modernisée sous Unreal Engine 5. Les joueurs y incarnent toujours un prisonnier envoyé dans la mystérieuse colonie, une immense prison à ciel ouvert entourée d'une barrière magique où la loi est dictée par les différentes factions qui se disputent le pouvoir. Là où beaucoup de remakes se contentent d'un simple rafraîchissement graphique, Gothic Remake entend conserver l'ADN du jeu original tout en modernisant son gameplay, ses combats et son système d'interaction. Monde ouvert plus vivant, quête enrichie, intelligence artificielle améliorée et réalisation entièrement revue, tout est réuni pour permettre aux nouveaux joueurs de découvrir ce classique du RPG dans les meilleures conditions, tandis que les vétérans pourront replonger dans l'une des aventures les plus marquantes de leur jeunesse. Pour tous les amateurs de rétro modernisé, difficile de ne pas surveiller cette sortie prévue le 5 juin 2026, donc aujourd'hui. Ça sent un petit peu le Skyrim-like. Moi, j'y ai pas joué il y a 20 ans. Pourtant, j'avais 15 ans, j'aurais pu. Je pense que j'ai raté quelque chose. Honnêtement, je pense que tu pourrais
tu pourrais toujours t'y remettre, ça serait toujours aussi incroyable. Moi j'ai Skyrim retéléchargé, il faut que je m'y remette, honnêtement. Donc Gothic, ça me fait pas peur. C'est pour ça. Après, de souvenirs, pour y avoir joué à l'époque, euh, le système de jeu, enfin de combat, était très particulier. C'est quoi, plus du simulationniste? Plus, Ouais, on était plus proche d'un jeu à la Kingdom Come actuellement ok. que d'un Skyrim, Oblivion ou plutôt Morrowind à l'époque, quoi. Ok. Alors je retire ce que j'ai dit, Gothic, ça me fait peur. Après, je sais Oh. pas là ce qu'ils en ont fait. Hein. Non, Ah mais bon. je dis ça pourquoi? Parce que moi, bon, j'ai pas joué à, Elden Ring. Par contre, j'ai essayé de jouer à Kingdom Come, je me suis fait éclater au didacticiel et j'ai arrêté là. Voilà. Après, franchement, Kingdom Come, c'est un truc genre justement au début, tu comprends que dalle. Après, tu te mets. La technique, c'est vraiment. Alors, ça paraît stupide dans les jeux modernes, mais genre, tu te mets en mode semi-AFK à l'entraînement, tu sais, du maître d'armes. Tu fais ça moi, j'écoute des podcasts, je fais d'autres choses en même temps. Et au bout d'un moment, en fait, ça rentre tout seul et d'un coup, tu débloques. En fait, c'est comme ça. T'as l'impression que c'est Neo qui découvre la matrice. C'est ça qui est incroyable. En fait, c'est un isekai. Faut te Mais non, mais faire c'est ça, maraver c'est jusqu'au genre- moment où tu réussis. Non, mais c'est ça. En fait, tu vas te faire péter la gueule et au bout d'une heure d'entraînement, tu fais, mais en fait, ça marche trop bien. Et là, d'un coup, t'es Néo et t'esquives tout à la fin. C'est trop bien. Non, mais ouais. Le ressenti est drôle parce que vraiment, c'est pareil. Moi, les premières heures, tu te fais défoncer par les clochards du coin. Là. Et à la fin, ça va. Du coup, si vous croisez Bender Minichou avec des pilules dans la main en pleine nuit, ne vous étonnez pas. C'est ça. Il vient vous chercher pour vous extraire de la matrice. Il y en a pour 1 heure, hein, ça va vite passer. C'est ça. Si j'ai des petites lunettes noires et le crâne rasé. C'est ça. Je t'ai le crâne rasé et la touffe de cheveux à côté. Viens, mon petit. Veux-tu Je voir suis le Morbius. monde tel qu'il est? Le Magritte. Allez, on enchaîne. Et on va parler un petit peu aux joueurs de Switch 2. Et pour les amateurs de gestion et de simulation de vie, qui peuvent désormais retrouver l'un des épisodes les plus appréciés de la série avec la série de Story of Seasons, Grand Bazar. Remake du célèbre Harvest Moon DS, Grand Bazar, sorti à l'origine sur Nintendo DS. Le titre vous emmène à Zephyria, un village de montagne dont le célèbre marché a perdu de sa splendeur. Aux joueurs de développer leur ferme, élever du bétail, cultiver leurs terres et surtout participer au grand bazar hebdomadaire pour redonner vie à la région. Cette nouvelle version ne se contente pas d'un simple lifting graphique. Marvelous a enrichi l'aventure avec de nouveaux personnages, des scènes importantes désormais doublées, des mécaniques modernisées et davantage d'interactions avec les habitants du village. Toujours aussi chaleureux et accessible, Story of Seasons, Grand Bazar s'inscrit dans la grande tradition des jeux qui ont inspiré des titres comme Stardew Valley. Entre gestion de ferme, relations sociales, personnalisation et reconstruction du marché local, cette édition modernisée offre une excellente porte d'entrée pour les nouveaux joueurs tout en ravivant la nostalgie des vétérans de la licence. Et je trouve que c'est cool d'avoir fait un remake de ce jeu parce que effectivement ça a été un banger à l'époque. Alors moi je sais pas du tout ma cam de jeu, mais moi j'en avais pas mal entendu parler. Et je trouve que niveau graphisme et tout ça, plutôt réussi. J'espère juste que ça sera pas un machin vendu 60 balles pour un remake qui finalement est une amélioration graphique de ce que je peux en voir. Et j'espère qu'il y aura vraiment des vraies belles mécaniques rajoutées, quoi. J'en laisserai juger les joueurs de Switch. Ça, c'est malheureusement, il y a de fortes chances que ce soit assez cher pour, entre guillemets, juste un remake. C'est ce qui me fait un peu peur. Bon, après, les fans de jeux de poney et tout ça, vous avez vu, il y a du poney pour faire du saut de haie et tout ça. Voilà, mais j'espère que ce sera pas un jeu à 60 balles juste parce qu'il est en portabilité améliorée sur Switch 2, quoi. Ce serait un petit peu dommage. Il doit sortir quand déjà? Est-ce que j'ai la date? Non, mais on va vous la trouver, il n'y a pas de souci. Hop, donc on a dit. Non, c'est parce que j'allais dire, on va voir si c'est avant ou après. Avant ou après GTA? Je crois que ça va pas Parce que tout l'impacter. le monde a peur que GTA définisse le nouveau prix. Ah oui. Alors, C'était quoi déjà les prédictions? C'était
le nouveau prix des jeux. 90 avec € pour GTA. Ouais. Oh la vache. Eh, Voilà, et du coup, la base, maintenant, ce serait 90 €. ah putain. Voilà. Ah, vous croyez que ça va être Si que c'est ça, j'arrête 90 de €? jouer. Ah, et pourquoi pas 100? Allez, comme ça on y est, on est tranquille. Pour Ah, moi, je Non, moi, non, je mais suis pour bien la sur un version 120 balles, moi. simple. Faudrait qu'on fasse des paris. Moi, Quand on fait une cote. honnêtement, je les vois bien caler un vieux 120 balles. Ouais, je pense. 99. Vraiment. Non, 90 € le jeu de base, le jeu simple. La version Deluxe, 150. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et puis après, si tu prends la version premium, là, avec la figurine et tous les trucs, tu dépasses les 500 balles, quoi. Alors pour Story of Season, je peux vous le dire, du coup, parce que j'ai le truc sous les yeux. Du coup, c'est possible de le mettre à niveau si vous aviez déjà le jeu. Donc, ce sera pour un prix de 41,99 € avec moins de 30%. C'est bien un jeu à 60 €. Et l'offre était valable, sera valable, pardon, jusqu'au 7/06. Voilà, 7 juin. Donc, dépêchez-vous si vous voulez jouer. Parce que voilà, c'est quand même relativement cher. Donc, j'espère que ça en vaut la chandelle. Parce que là, ça me semble quand même très cher. Ouais. Ça fait cher, quoi. Voilà. Et du coup, voilà, vous avez 2 jours si vous voulez tester ça. Eh bien, on enchaîne. Et après avoir conquis les joueurs sur PC, PlayStation, Xbox, puis Nintendo Switch, Stray poursuit son aventure en arrivant sur Nintendo Switch 2. Développé par Blue 12 Studio et édité par Annapurna Interactive, le titre est disponible depuis le 28 mai 2026 dans une version améliorée, exploitant les capacités de la nouvelle console de Nintendo. Les joueurs y incarnent toujours ce chat errant devenu célèbre qui tente de retrouver son chemin dans une mystérieuse cité cyberpunk peuplée de robots, tout en perçant les secrets du monde abandonné par l'humanité. Cette édition Switch 2 profite de plusieurs améliorations techniques, notamment une résolution pouvant atteindre la 4K en mode docké, un framerate plus stable et l'ajout de nouvelles options de contrôle adaptées aux fonctionnalités de la console. Hop, j'ai reperdu mon prompteur, c'est pas grave. Véritable phénomène indépendant lors de sa sortie en 2022, Stray continue ainsi de séduire de nouveaux publics grâce à son univers mélancolique, sa direction artistique remarquable et son héros à quatre pattes devenu l'une des mascottes les plus inattendues du jeu vidéo moderne. Stray, vous y avez joué? Moi j'ai vu beaucoup de vidéos, mais j'ai pas pu avoir la chance d'y jouer encore. Je n'y ai pas encore joué. C'est prévu que j'y joue. Ouais, j'ai pas eu l'occasion, mais j'aimerais beaucoup. Ouais. Alors, pour le coup, moi je vous encourage à y jouer parce que là on parle d'un jeu qui quand même qui sera vendu 16,79 € sur le Nintendo eShop avec une réduction de 40% et qui sort du coup le 17 juin. Et je pense qu'en comparaison avec l'autre jeu qu'on a vu juste avant, ça vaut quand même plus le coup. J'ai pas la Switch 2. J'imagine qu'il a des prix plus bas sur d'autres, enfin plus bas ou équivalent sur d'autres consoles. Oui. Mais en tout cas, en termes de tarifs sur Nintendo Switch 2, je trouve quand même qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus raisonnable, voire de presque donné, entre guillemets, comparé à l'autre. Comparé à l'autre, c'est donné. Voilà. Et du coup, Akibi qui nous dit dans le chat, oui, je l'ai, en plus, il se fait assez vite, un week-end, c'est fini. Donc effectivement, pour une quinzaine d'euros, si on parle de 8 à 16 heures de jeu, c'est quand même pas mal. Ok, eh bien écoutez, je vous propose de transitionner, on va parler maintenant de ciné et séries. Et pour l'actu ciné-série, on va parler de Spider Noir, qui est sorti très récemment sur la plateforme Prime Video. Et les amateurs de super-héros ont donc rendez-vous avec l'une des propositions les plus originales de l'année. Disponible sur Prime Video, Spider Noir revisite l'univers de Spider-Man sous un angle totalement inédit. Exit les gratte-ciels modernes et les costumes high-tech, la série nous transporte dans le New York des années 30 où Ben Reilly, un détective privé vieillissant et désabusé, tente d'oublier son passé de justicier masqué. Mais lorsqu'une nouvelle affaire menace de faire basculer la ville dans le chaos, il est contraint de reprendre le masque de The Spider pour affronter ses vieux démons. Portée par un Nicolas Cage particulièrement inspiré, la série mélange enquête policière, ambiance de film noir et mythologie Marvel dans un cocktail aussi surprenant qu'efficace. Particularité rare, Spider Noir est disponible aussi bien en couleur qu'en noir et blanc, permettant aux spectateurs de profiter pleinement de l'esthétique inspirée des grands classiques du cinéma des années 30 et 40.
Entre détective privé, gangster, femme fatale et super vilain revisité, cette première saison de 8 épisodes propose une vision mature et stylisée de l'univers Spider-Man qui devrait séduire aussi bien les amateurs de comics que les passionnés de polar noir. Et vous le verrez dans la bande-annonce, très honnêtement, graphiquement, visuellement, au niveau du montage, etc., je trouve qu'il y a une qualité toute particulière qui a été mise sur cette série. Ça, je pense, va remotiver beaucoup de gens à revoir du Marvel, parce qu'il y avait une espèce je dirais, de déception avec tout ce qui se passait actuellement sur Marvel. On avait beaucoup comment dirais-je, du tout venant, pratiquement. Et je trouve que là, pour le coup, il y a une vraie proposition faite avec cette série. Nicolas Cage, en plus, moi j'adore. Je suis pas très objectif sur l'acteur. Euh, mais voilà, moi je suis très très motivé. J'attends d'avoir un moment pour pouvoir le regarder. Ouais, pareil, je suis curieux en tout cas, parce que c'est vrai que même avec toi, les dernières séries Marvel, c'était beaucoup on les fait, on les produit, mais il n'y avait pas forcément une démarche derrière ou quoi. Et en plus de ça, il fallait faire ses devoirs pour les suivre, donc connaître à jour du multivers, ce qui est encore moins avenant si déjà t'as pas. Alors que là, du coup, tu dis rien que le fait de la pâte noire, voir comment ils vont amener ça, le casting aussi qui a l'air d'être assez bon, hein. Ouais, Et je suis curieux aussi. je suis un petit peu tiraillé. Je sais pas si je le regarderai d'abord en noir et blanc ou si je le regarderai en couleur. Ouais. Ah, Tu sais, j'ai un petit peu le symptôme du Zack Snyder là. Est-ce qu'on le regarde en noir et blanc? Il y a une option pour le voir en noir et blanc? Apparemment, il est disponible dans les deux versions. Alors, je suis curieux de voir comment ils ont fait parce que j'espère que c'est pas juste en mode on a les images en noir et on les passe en noir. Enfin, les images en couleur et on les passe en noir et blanc. Il y a l'air d'avoir une espèce de grain quand même Ouais, sur la bande. Non, je parlais sans forcément de grain, je parlais de ça en termes d'éclairage et de colorimétrie du clair-obscur. Pour justement, en fait, ouais, tu travailles pas pareil justement l'éclairage couleur qu'un éclairage contraste. Et donc du coup, moi je suis curieux de voir s'il y a le travail du coup en noir et blanc. Ouais. A priori, le travail en noir et blanc a vraiment été fait. C'est pas simplement on passe les images en noir et blanc, d'après ce que j'ai entendu. Hein. Mais pour ça c'est cool. Parce que vraiment ça aurait été dommage quoi. Pour le peu d'images qu'on voit dans la bande-annonce, je pense que t'es pas non plus sur le noir et blanc d'un director's cut de Zack Snyder ou un truc comme ça. Oui, aussi. Je pense qu'il faut pas s'attendre à un travail aussi poussé, mais oui, ça a l'air ou un Sin City. Ouais. Mais ça y est, j'ai envie de me refaire des films en noir et blanc. Ah, le Logan en noir et blanc, il était fantastique. Oui. Ouais, c'est pour ça, non, franchement, je suis encore plus curieux du coup de voir les versions, l'adaptation et le travail entre les deux versions. En tout cas, la série me hype bien et je pense que ça hype pas mal de monde. Eh bien, écoutez, on enchaîne et on va partir dans les salles obscures maintenant. Et vous allez voir que la semaine est particulièrement fast, on va appeler ça comme ça. On va commencer par faire un petit tour dans l'histoire et on va parler de la bataille de Gaulle. Alors, la bataille de Gaulle, cette semaine au cinéma, l'histoire de France, ça s'invite sur un grand écran. Et on va parler de l'âge de fer, pour le coup. Le film nous plonge au cœur du mois de juin 1940, alors que la France s'effondre sous l'avancée allemande. Dans un contexte de chaos et de désespoir, un général encore peu connu du grand public refuse la capitulation et choisit de poursuivre le combat depuis Londres. Le long métrage retrace ainsi les événements qui vont transformer Charles de Gaulle en figure centrale de la résistance et de la France libre. Plus qu'un simple biopic, la bataille de Gaulle, l'âge de fer, s'intéresse à un moment charnière de l'histoire contemporaine française. Entre décisions politiques, enjeux militaires et destin personnel, le film met en lumière les choix difficiles d'un homme qui se retrouve isolé face à un pays en pleine débâcle. Une œuvre historique ambitieuse qui entend faire découvrir ou redécouvrir les heures les plus décisives de l'été 1940 et la naissance de l'une des figures majeures du XXe siècle français. Graphiquement, visuellement, l'image moi me donne trop envie quoi. Visuellement, ça a l'air chouette. Ouais. Les acteurs pour certains, je les connais, c'est des excellents acteurs. Donc le casting a l'air pas mal.
Ce que j'espère par contre, c'est que contrairement à un autre biopic récent, on nous dira pas de politique dans mon biopic. Ah, faire un film sur personnages les guerres et politiques. ne pas vouloir de politique, Avec des personnages Ouais, politiques. disons que Jean Moulin, Oui. voilà. on ne touche pas à Jean Moulin. Le Ouais, fameux, bah, oui, le fameux apolitique Jean Moulin. c'est ça. Bien connu. Ouais. Exactement. Mais oui, je suis d'accord. Et- Avoir un peu des partis pris, quoi. Mais en tout cas, ouais, C'est ça, voilà. la bande a l'air belle, le film a l'air beau. J'avais peur que ce soit un peu un truc américanisé, mais en fait non. Ça n'a pas tant l'air d'être américanisé. Ouais, j'aime bien l'acteur de Churchill, je trouve qu'il ressemble énormément. Ouais, il passe bien. Ouais. Il a un vrai truc. Le Charles de Gaulle a l'air vraiment d'être très très bien joué, avec son air un peu toujours tendu, là, comme il a l'habitude quand on le voit sur les photos. Ouais, franchement, ça me tente vraiment bien. L'âge de fer. Ouais. Eh bien, on enchaîne et on fait un bond dans le temps, parce que 13 ans après le 5e épisode, l'une des sagas parodiques les plus populaires des années 2000 revient enfin au cinéma. Scary Movie débarque dans les salles le 3 juin 2026 avec une promesse qui devait ravir les fans de la première heure, le retour des frères Wayans aux commandes de la franchise. Marlon et Sean reprennent également leur rôle emblématique aux côtés d'Anna Faris et Regina Hall, réunissant ainsi le casting qui avait fait le succès des premiers volets. Cette nouvelle aventure voit les survivants des précédents films de nouveau confrontés à un tueur masqué, tandis que les plus grandes franchises horrifiques récentes passent à la moulinette de la parodie. Comme à son habitude, Scary Movie s'attaque sans retenue au succès du cinéma d'horreur contemporain. Les premières images laissent entrevoir des références à Scream, Smile, Megan, Terrifier, Longlegs et bien d'autres phénomènes du genre. Plus qu'une simple suite, ce nouvel opus marque surtout le retour créatif des auteurs originaux de la saga après plus de 20 ans d'absence. Entre nostalgie, humour absurde et avalanche de clins d'œil cinématographiques, ce 6e épisode entend réconcilier les fans avec une franchise dont beaucoup considèrent que les meilleurs moments restent liés aux frères Wayans. Bon, que dire, j'espère que ça va pas être dur à chauffer. Voilà, j'espère qu'on va retrouver l'humour d'il y a 20 ans. Disons que de ce que j'ai entendu, c'est pas si bien que ça. C'est ce qui me fait un peu peur. Ça risque de faire nanar. Ou alors c'est que l'humour a mal vieilli. Mais j'ai peur que ça fasse un peu nanar, quoi. Ouais, Après c'est un nanar, hein, de base. Ouais, mais nanar, il y a 20 ans, c'est pas la même ressenti qu'aujourd'hui, quoi. Après, il y a ça. Après, faut voir. Honnêtement, il y a un YouTuber qui avait analysé les œuvres et tout, notamment avec le travail des frères Wayans. Ace Modé, s'il y en a qui connaissent. Ace, plus loin Modé, M-O-D-E-Y. Et en vrai, il y avait vraiment même si c'était nanardesque, c'était lourd, il y avait quand même un vrai travail d'auteur. Ça peut pas, ouais. Et qu'on a perdu justement dans les versions quand ils ont perdu les droits et que ça a été adapté par d'autres. Et on a eu tout le déroulé de tous les Scary Movie à rallonge. Donc du coup, moi, rien que pour ça, je serais intéressé de revoir s'il y a cette patte-là. Après, voilà, forcément, le côté humour qui vieillit et compagnie, ça c'est encore autre chose. Mais au moins, on peut dire que si c'est de nouveau les créateurs originaux qui sont aux commandes, c'est une bonne chose quand même. Alors moi, voilà. Que ce soit bien ou mauvais, c'est au moins je suis pas objectif avec les frères Wayans parce que je suis un fan absolu des fausses voilà. infiltrées. Donc voilà. mais c'est pour ça. C'est pour ça ce que je dis, c'est que ça dépend beaucoup de l'humour des gens et tout ça, mais au moins c'est leur œuvre. Et moi, franchement, le fait que ça soit eux qui soient derrière les commandes qui reviennent, ça c'est quand même un truc qui est bien parce que je privilégierais toujours une œuvre d'auteur, même si ça me plaît pas ou que ça vieillit ou que c'est pas lu, tu vois, qu'à l'inverse, un truc juste un énième spin-off sur une franchise par un random qui en a rien à faire, quoi. Mais non, ouais, moi ça me motive bien d'y aller, mais j'ai peur d'être déçu, que ça sente le réchauffer. Ouais. Je comprends. Bon, après,
Je pense que c'est un film, il faut y aller en te déconnectant le cerveau, comme c'était à l'époque avec les Scary Movie. De toute Et façon, il oui. faut clairement y aller pour les refs et pour les moments Ouais. complètement Ouais. décalés. Il n'y a rien qui va. J'allais vous proposer un Waza final pour Ah, enchaîner. il faut. Allez, 3, 2, 1, Waza. Et on le clippera. Incroyable. Allez, on enchaîne et on va Allez-y, plutôt, clippez ça. clipper Ce ça. sera bien. Ah, il faut. Et on enchaîne. Apparemment, on a la régie qui s'y colle. Nickel. Et on enchaîne. Trop bien. Et on va parler de films plutôt adaptés aux plus petits maintenant. Enfin, plus petits, aux plus jeunes. Et cette semaine, donc, les plus jeunes spectateurs ont rendez-vous avec Nouveau copain à Puffin Rock, le premier long métrage tiré de la célèbre série d'animation irlandaise. Réalisé par Jeremy Purcell, le film nous replonge sur la paisible île de Puffin Rock où vivent Una, Baba et toute une communauté de macareux. Mais lorsque de nouveaux oiseaux, chassés de leur foyer par une tempête, arrivent sur l'archipel, l'équilibre de la colonie est bouleversé. La disparition mystérieuse d'un œuf va alors entraîner le jeune héros dans une aventure pleine de découvertes, d'amitié et de solidarité. Destiné aux enfants dès 3 ans, Nouveau copain à Puffin Rock mise sur une animation colorée, des personnages attachants et des messages universels autour de l'entraide, de l'accueil des autres et de la protection de la nature. Dans une période où les films familiaux privilégient souvent l'action et le spectacle, cette production irlandaise fait le choix de la douceur et de la bienveillance. Une sortie idéale pour une première expérience de cinéma ou pour partager un moment en famille autour d'une histoire aussi simple que touchante. Alors moi j'aime beaucoup le graphisme du dessin animé. Je trouve que c'est effectivement adapté aux enfants, mais il y a un petit côté qui me donne envie d'aller le voir, malgré que j'ai 35 ans. J'ai l'impression de me retrouver les films d'enfants que regardait ma petite sœur. J'ai un décalage de 7 ans avec ma petite sœur et 14 ans avec mon petit frère. Mais ouais, je retrouve un petit peu ces façons de dessiner, ces façons de faire les dessins animés. Donc honnêtement, même moi, qui n'ai pas 3 ans, ça me donne un peu envie d'aller le voir. Effectivement, c'est Pipoudou, comme dit Bowie. T'as juste 3 ans depuis très longtemps. C'est ça, j'ai 3 ans depuis 32 ans maintenant, et bientôt 33. Ouais. Incroyable. Non, ouais, pareil, je trouve la DA et le trait vraiment beau. Disons qu'effectivement, il y a une certaine douceur comparée à des films équivalents qui sortent, où il y a beaucoup plus d'action et de rythme. Il y a une certaine douceur qui est assez appréciable, je trouve. Je trouve que dans le trait, il y a une volonté aussi de revenir, comme tu dis, à des trucs à l'ancienne, là, notamment les fonds qui ont l'air d'être... Alors, je sais pas si c'est le cas, mais ils ont l'air d'être dessinés à la main, ou en tout cas, aspect dessiné à la main, un peu comme on avait dans les vieux Disney ou dans les... Ah, on a perdu notre ami Bender. On a perdu aussi notre ami Lima. Bon, écoutez, on va enchaîner, c'est pas grave. Ah, ça y est, je récupère Lima. Non, je suis là. Ok. Je suis là. Mais oui, effectivement, le dessin fait à la main des fonds. Il fallait que je me bouge, c'était pour éviter d'avoir... Ah, d'accord. Hop, on a retrouvé Bender. Ouais, j'ai vu que j'avais... Alors, tu disais les dessins des fonds, vas-y. Ouais, je disais, le fond, on a ce côté un peu dessiné à la main, limite plat, qui bouge pas. Un peu comme en mode un livre pour enfants dessiné. Moi, ça me rappelle un peu les illustrations à la Max et les Maximons, avec beaucoup de grains dans le fond et de couleur pastel. On le sent, le papier, quoi. Et d'un autre côté, les personnages sont plus plats et tout, mais au final, ça fonctionne bien en termes de teinte, de choix de contraste. Ça les fait bien ressortir, et je pense qu'ils sont animés clairement avec des méthodes d'animation plus modernes, même peut-être ça se trouve de la 3D adaptée 2D, ça se fait souvent en animation, mais ça se ressent pas, et je trouve en tout cas le compromis est entre le dessin moderne et tradition et modernité, comme on dit, vraiment assez joli, quoi, en tout cas sur les images du trailer qu'on a vu. Je suis d'accord avec toi. Effectivement. Bon, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir une pensée. Oh, un porg. C'est vrai qu'il y avait un peu du porg. En même temps, les porgs, c'est adapté des macareux de chez nous, parce qu'il y en a plein sur les îles où ça a été tourné, donc voilà. C'est ça. Là, ça serait drôle qu'il y ait un choui qui arrive dans le dessin animé. Qui en fasse cuire à la broche. Ah non, juste la peluche dans un coin. Ça serait très marrant. Allez, on enchaîne.
Et parmi les sorties cinéma donc, qui ont lieu le 3 juin, on va parler de Bouchra, qui s'impose comme l'une des propositions les plus originales de cette début, on va dire ça, de saison estivale, vu la chaleur de cette dernière semaine. Réalisé par Oriane Barki et Myriam Benani, ce long métrage d'animation nous emmène à la rencontre de Bouchra, une réalisatrice marocaine installée à New York qui traverse une profonde crise créative. Lorsqu'un appel de sa mère depuis Casablanca ravive souvenirs et émotions enfouis, un voyage intime commence entre mémoire, identité, inspiration artistique et relations familiales. Mêlant animation 3D, prise de vue réelle et personnages anthropomorphes, Bouchra se distingue par une approche artistique atypique, héritée du monde du documentaire et de l'expérimentation visuelle. Derrière son apparente légèreté, le film aborde avec beaucoup de tendresse les relations mère-fille, les doutes liés à la création et à la recherche de soi. Une œuvre singulière, pleine de poésie et d'humour qui séduira les spectateurs à la recherche d'un cinéma d'animation différent des productions habituelles et qui confirme une nouvelle fois la richesse du cinéma d'auteur international. Et effectivement, vous allez voir qu'il y a beaucoup de médias qui se mêlent dans la façon de faire ce film. C'est un petit ovni pour moi parce que je ne connaissais pas du tout cette façon de taffer en termes de visuel de cinéma. Ça a l'air intéressant, mais je sais pas si je vais réussir à accrocher 1h30, 2 heures sur un film fait comme ça. C'est un peu particulier, je trouve. Après, il y a beaucoup d'ovnis qui existent dans le monde du cinéma. Mais je sais pas, j'ai du mal avec le visuel un petit peu. Ce sera. Moi, il me rend curieux, mais après, ouais. Est-ce que j'irai m'acheter une place de ciné pour le voir? Je ne sais pas. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais, faudrait regarder un peu plus derrière. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne approche, la DA et l'idée, parce que, mine de rien, ça met la lumière sur une œuvre que je pense aurait passé totalement à l'as si c'était filmé normalement ou via d'autres Peut-être, ouais. méthodes. Donc, du coup, je trouve que rien que pour ça, c'est cool. Et ne serait-ce que pour l'expérimentation, je trouve que ça a son intérêt avant même le sujet et en connaître plus. Ouais, je trouve ça bien intéressant comme approche. On s'attend pas du tout à ça comme Effectivement. histoire. Bah non, effectivement, la bande-annonce ne vend pas l'histoire. Alors, est-ce que c'est un mal ou un bien? Je sais pas. Mais du coup, je pense que c'est peut-être ça qui me donne un mauvais a priori sur la Ouais, façon de faire Mais ouais, c'est un peu dommage. Je pense que ça aurait mérité d'être mieux vendu dans le générique. Après, voilà, c'est peut-être un parti pris aussi de ne pas avoir mis en avant le fil conducteur de l'histoire. Ou alors, c'est que vraiment, ce n'est que ça, le film, et qu'il n'y a pas forcément de scènes très parlantes, on va dire. Mais ouais, je suis un petit peu mitigé sur ce dernier film de ce 18-20 ce soir. Eh bien, écoutez, il est déjà 7h20 dans ce 18-20. On va enchaîner et on va aller sur le jingle de l'actu de l'invité, du moins le reportage de ce soir. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'interview de Christophe qui va nous présenter la BD Fa Seriou. J'espère que je le prononce bien, que j'écorche pas le nom. C'est bien ça, c'est Fa Seriou. Donc on a un petit peu discuté avant. Tu réalises cette BD avec ton frère Rodolphe, si j'ai bien C'est ça. compris. Écoute, parle-nous un petit peu de ta BD, de l'univers, savoir de quoi ça parle. Oui. Alors dans le genre un petit peu merveilleux, dark fantasy, bande dessinée un peu old school, un peu JDR justement, parce que la bande dessinée d'ailleurs, elle est née de ça. Elle est née du fait qu'avec Rodolphe, on faisait du jeu de rôle et on avait créé cet univers du Dragon Planète. La planète est un dragon en fait, et sur le dragon, il y a des peuples différents qui habitent. On a en fonction, par exemple, sur la queue du dragon, c'est médiéval, alors que sur la dorsale du dragon, par exemple, ils ont une technologie avancée, mais c'est un peu le chaos. Voilà. Donc voilà, c'est une BD en fait, et en même temps c'est un univers. Du coup, on en discutait au début de la convention. Il y a un univers donc il y a plusieurs choses qui se mélangent, etc. etc. Oui. Et on retrouve ce Dragon Planète, c'est le nom de la première BD d'ailleurs, du premier tome, qui est pas sans rappeler d'ailleurs un petit peu les tortues sur lesquelles
le monde vit dans les séries de Terry Pratchett notamment. Oui. Il y a une grosse inspiration visuelle d'ailleurs qui rappelle un petit peu ce monde. C'est quoi les autres inspirations, les choses qui vous font dire, qui vous font dessiner entre guillemets? En fait, on a eu une forte inspiration de tout l'univers de Chroniques de la Lune Noire, de cette époque aussi, Donjons et Dragons, toute l'inspiration très forte d'Olivier Ledroit, qui était vraiment pour nous un maître. Je pense que quand on était ado, il faisait déjà ses œuvres très populaires comme Chroniques de la Lune Noire ou Requiem ou Chat, etc. Ça nous a beaucoup inspiré. On a eu aussi une inspiration très forte de Juan Guinness avec La Case des Métabarons, pour tout le côté SF, mais aussi des livres comme Dune, etc. Et il y avait aussi une forte influence d'Enki Bilal pour un peu le côté pictural, le fait d'oser faire de la BD où il y a de la peinture dedans. C'est-à-dire, il y a un peu de peinture, il y a un peu de fusain, il y a des choses très diverses. Il faisait un peu ce qu'il voulait et donc ça nous a quand même pas mal inspiré. Et on a aussi une influence un peu de Marigny, notamment dans des BD comme Rapace, parce qu'on aimait aussi son trait un peu pictural aussi. Bref, on est vraiment dans le traditionnel, dans la BD où on fait tout à la main, l'encre, aquarelle, même de la peinture à l'huile parfois dans certaines pleines pages, on se refuse rien quoi. Ce niveau-là. Là, on a commencé la série? On a commencé vers 2011, 2010, et on fait à peu près un album tous les 2 ans. Donc voilà, et comme en plus on est artiste peintre, on fait aussi des tableaux, on fait des illustres, on fait d'autres projets. Donc c'est une série sur le long cours. Et entre guillemets, en termes de plan de carrière, on va dire, c'est quoi? Si tu as commencé par tout ce qui était dessin, illustration, etc., ou tu es en ancien de la BD, entre guillemets, c'est quoi un petit peu ton choix? En fait, on a commencé quand même plus par la BD. Okay. En fait, à la base, on est illustrateur peintre. Enfin, on a commencé la peinture, la BD et l'illustration un peu en même temps chez nous. Mais ce qui nous a fait connaître, c'est plus la BD finalement. Et parce que quand on a commencé Face Sérieux, au départ, ça a été publié chez un éditeur, un éditeur plus régional. Mais après, on a repris la série parce que l'éditeur a arrêté quelques années après. Et à partir du tome 3, on a tout repris et on a continué. Et c'est comme ça qu'en fait, on a fait beaucoup de festivals, beaucoup d'événements pour essayer de se faire connaître parce qu'on est finalement indépendant. Et après, on a aussi la partie artiste peintre. Donc on fait des fois des expos, on vend un peu des tableaux, on fait aussi quelques commandes. Enfin, on est un petit peu dans ce milieu-là aussi de l'illustration. Donc c'est un peu un tout aussi. Hein. La vie d'artiste, c'est d'artiste peintre ou que ce soit artiste peintre ou d'ailleurs auteur de BD. Si t'es trop dans des cases, t'enfermer dans un seul média et des. Soit t'es très très connu. Bien sûr. Dans ton domaine, mais vraiment. T'es dans le haut de l'affiche. Ou si c'est pas le cas, faut que tu sois assez souple pour pouvoir en vivre et en même temps faire plein de choses différentes qui sont par ailleurs très intéressantes. Donc là, vous êtes au tome 6, si je dis pas de bêtises. Tome 6. C'est ça. Et donc là, on est en train de commencer le tome 7. D'accord. Quand tu dis on est en train de commencer, c'est quoi 3 mois? C'est-à-dire qu'on a fait tout le storyboard. Ok. Et qui est quand même une grosse partie parce que c'est là où on prévoit vraiment toute la trame. Et il va falloir qu'on commence toutes les planches. Okay. C'est quoi un cheminement? Qu'on se dit je vais faire une BD, ça part de quoi? C'est effectivement une écriture ça littérale? Part d'une écriture. Ouais. Ça part même dans notre cas avec Rodolphe, ça part un peu de théâtre. Ok. Dans le sens où presque du jeu de rôle. Hein. D'ailleurs, on était rôliste, et donc et en fait, on le joue un peu. On le joue, voilà. Alors le personnage va faire ça, tu le verrais comment. Il fait la scène, moi je refais la scène. On voit qu'est-ce qui est le plus crédible. On en parle beaucoup. Et une fois qu'on en a parlé pendant des nuits entières de la BD et de ce qu'il y a dedans, on va garder les scènes qui nous paraissent finalement les plus efficaces. Et là, on va l'écrire. Et là, on va l'écrire avec nos versions. Puis après, on va sélectionner. Est-ce que ça convient aux deux? Et ensuite vient la phase du storyboard, qui est un peu la phase de la construction de la BD case à case. Et vignette après vignette, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Quel plan? Plongée, contre-plongée? Est-ce que je recule la caméra? Et
Et une fois qu'on a fait tout le storyboard, évidemment, là, on peut commencer à faire les planches, en fait. Et les planches, il y aura l'étape du dessin, de l'ancrage, puis de la couleur. Tu disais effectivement que vous jouez un petit peu avant pour mettre en scène, pour avoir une idée de ce que vous allez faire. Finalement, c'est un peu vous qui êtes dans la BD. Il y a une part de nous dans chaque personnage, je pense, mais il y a surtout des personnages qui sont vraiment un peu plus nous que d'autres. Et puis après, il y a des personnages qui sont pas du tout nous, mais on les joue quand même. Et c'est un peu à ce moment-là, on se met dans la peau du personnage. On se dit, ce personnage-là, il a ce caractère-là, il a ces pouvoirs-là, et il va réagir comment, hein. Il est un peu, ou alors il est un peu fou, il est impulsif. Donc on va essayer de vivre le personnage tel qu'il est aussi. Et d'ailleurs, je regardais, je lisais la première BD avant l'interview. Il y a beaucoup d'hommes androgynes ou de femmes un peu plus presque avec des traits masculins. On dirait qu'il y a quasiment même pas de sexe finalement entre les deux. Nous, en tout cas, on essaye de le faire, mais peut-être qu'après, c'est vrai que on a un certain type de dessin, Il y a un trait très particulier, très particulier qu'on reconnaît, enfin, que les gens reconnaissent en général. Donc ça, c'est le bon côté. Et après, on aime ou on n'aime pas, c'est comme tout. Mais au moins, on a un trait s'identifie. Reconnaissable, signature. Voilà. Et on se laisse toujours une part de liberté, autant dans le dessin que dans la mise en scène, parce que on n'aime pas ce qui est figé. Là-dessus, on avait eu une conversation intéressante avec Philippe Drouillet, qui nous avait dit qu'en fait, il laissait toujours 30% de l'histoire complètement libre pour pouvoir justement avoir cette part d'imprévisibilité et de live. Et nous, on aime bien ça aussi. Ça te donne de la place pour la création instantanée, Ouais, et pas te bloquer dans. Et pas bloqué sur une histoire où on pourrait pas changer une virgule, quoi. Okay. Alors après, ça peut être, il y a des auteurs de BD qui fonctionnent comme ça parce qu'ils sont très précis, très minutieux. Ils veulent que tout soit cadré, mais nous, on aime bien qu'il y ait cette part d'intériorité, cette liberté un peu. On connaît notre point B, hein, mais... C'est ce que j'allais te poser comme prochaine question. Quand tu crées une BD, c'est quoi? C'est point Z, tu sais où ça finit? Exactement. On sait comment ça commence, on sait comment ça finit, et on sait les scènes principales qu'il va y avoir. Qui vont mener, ouais. Voilà. Mais par contre, dans les réactions du personnage, dans la mise en scène, dans des choses... Est-ce qu'on va le jouer, est-ce qu'on va faire la scène avec plutôt de l'humour, ou est-ce qu'on va le jouer sérieux? Comment? Ça va dépendre. Ça va dépendre de comment nous on le sent. Okay. Comment on est voilà. Donc là-dessus, on se laisse une part de liberté. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui lisent Face à You qui nous disent que ce qu'on aime beaucoup dans cette histoire, c'est qu'on peut jamais savoir ce qui va se passer. C'est parfaitement impossible. ChatGPT ne pourrait jamais faire ça. Je trouve que c'est un beau compliment. Tu tiens ton public en haleine tout au long de l'histoire. C'est quand même un petit peu l'idée de. C'est l'idée d'écrire. C'est de donner aux gens l'envie de continuer. Voilà, mais avec parfois ils sont complètement surpris de comment ça tourne. Voilà. Bon, c'est bien. Ça c'est cool. Ben, en tout cas, moi, je vais lire très rapidement ce que tu as fait parce que moi, je vais en prendre une de BD, ça c'est clair. J'aime beaucoup l'univers que vous avez développé. On en avait parlé en arrivant. Moi, je suis un amoureux des Chroniques de la Lune Noire. Je lisais les Métabarons, j'étais gamin, c'est pas très bien, mais je lisais Métabarons en étant gamin. Je comprenais pas tout, hein, honnête, mais bon, le graphisme, le visuel, la description artistique, oui, c'est incroyable. À Chambord, ça. Bon, moi, je vais lire ça très rapidement. Là, l'interview qu'on a fait aujourd'hui, elle va être rediffusée dans l'émission 18-20 sur le Serpent de l'Aube, la chaîne que je représente. Et je ferai un retour moi-même après l'interview pour donner mon avis sur la BD, sur ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu lire. Et je t'invite, même si tu veux venir à H4 pendant l'émission, présenter éventuellement le tome 7 quand il sortira. Oui, donne un peu de temps parce que du coup, ce sera potentiellement dans un an et demi. Oui. Mais voilà, dès que le tome 7 sort, sache que tu es le bienvenu sur l'émission et qu'on t'accueillera avec plaisir pour présenter ton travail. Et même avec ton frère, si vous pouvez venir tous les deux. Comme ça, on pourra voir ce que vous faites et puis vous pourrez mettre en avant vos œuvres parce que pour le coup, moi je trouve que c'est assez artistique et je pense que beaucoup de gens comme moi le trouvent aussi. D'ailleurs, je vois que tu as fait une très belle illustration. Oui. J'imagine que tu l'as attaqué avant ou pendant Octogone. Pendant Octogone. Okay. Pendant Octogone, hier après-midi en fait. Merci à toi. Merci à toi d'avoir accepté de faire cette petite interview et puis voilà, au plaisir de te recevoir dans l'émission. Ouais. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci. Bye.
Et dans le paysage de la bande dessinée indépendante française, certaines œuvres se construisent loin des projecteurs, mais avec une passion et une ambition qui forcent le respect. C'est le cas de Fa Sérieux, la légende du dragon planète, une saga imaginée et réalisée à quatre mains par les frères Christophe Oyas et Rodolphe Oyas. Depuis leur enfance, les deux artistes partagent la même passion pour le dessin, la peinture et les récits fantastiques. Ensemble, ils ont créé un univers singulier où scénario, dessin et mise en couleur sont élaborés en parfaite collaboration, donnant naissance à une œuvre profondément personnelle. Au cœur de cette saga se trouve Faceriou, dont on a parlé ce soir, un dragon colossal qui est également une planète vivante, menacée par des forces capables de plonger son monde dans le chaos. Il devient le théâtre d'une aventure mêlant mythologie, anges, démons, héros tragiques et créatures fantastiques. La série débutant en 2009 compte aujourd'hui 6 tomes publiés, tandis qu'un 7e volume est déjà en préparation. Reconnaissable par son style graphique réalisé en couleur directe et influencé aussi bien par la peinture classique que par le manga et la bande dessinée européenne, Faceriou est une véritable œuvre d'auteur qui séduira les amateurs de fantasy épique et d'univers foisonnant. Une série, donc, pour tous ceux qui aiment les grandes fresques imaginaires, passionnés de passion et indépendance. Et je vous le disais dans le reportage, moi je l'ai lu et je me suis passionné pour le bouquin. Je suis un amoureux des Chroniques de la Lune Noire, notamment, pour ceux qui connaissent. Vous retrouvez un petit peu l'ADN de tous ces livres de dark fantasy façon BD française, avec, il vous le disait dans le reportage, des inspirations de Le Droit, des inspirations d'auteurs divers et variés. On ne peut pas tous vous les citer, Enki Bilal, enfin voilà. Et très honnêtement, l'écriture est très bien. C'est très poétique. On retrouverait presque une forme de poésie dans l'ensemble du descriptif. Voilà, moi je vous encourage en tout cas, si vous avez l'occasion, à aller vers l'auteur, dessinateur du coup et créateur de la BD et à échanger avec lui, parce que moi j'ai passé un très bon moment et éventuellement à feuilleter quelques pages pour vous laisser convaincre. Voilà. Messieurs, un dernier mot sur ce Faceriou? Hormis que moi je trouve que ça me rappelle énormément effectivement les Chroniques de la Lune Noire. C'est vrai que c'est attirant du coup. Et alors c'est ce qui est rigolo dans sa BD là, c'est qu'il y a vraiment un mélange, parce qu'il y a des inspirations de chacun, mais il y a même des mélanges de styles. Vous passez d'une page à une autre, vous retrouvez vraiment la patte de Enki Bilal avec l'espèce de dessin un peu fait au fusain, mais qui est mélangé avec de la peinture. Donc c'est encore une autre façon de faire, qui est finalement reconnaissable dans le style de la dark fantasy. Mais ouais, franchement, moi j'ai bien accroché. Je vous invite de le recroiser éventuellement, voire peut-être de croiser ses livres en magasin. Et puis de continuer, puisque là j'ai pris le tome 1 et autant vous dire que je l'ai avalé en quelques minutes. Donc je me languis de comprendre et de savoir la suite de cet univers. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette actu de l'invité. Éventuellement, est-ce que vous avez des actualités? Bender. As-tu Moi des Quoi, Bender, actualités as-tu des actualités? Alors, avenir proche, non. Là, on est en tout cas avec Codex Playhouse, on est en phase de bûchage sur la suite. Mais ouais, cet été, on revient avec des petits AP, des interviews. On prépare tout ça, là. On devrait en avoir un fin juin, un interview sur Terre des Galilées de Aurora qu'on a eu sur la chaîne avec nous en joueuse sur Moss Ritter, qui va nous présenter son univers, hein, qui est une autrice de jeux indépendants, qui a eu d'ailleurs un prix à en tout cas l'Octogone de 2025 pour son jeu dans la catégorie, je crois que c'était La Forge, c'est ça. Tout à fait. Il a eu le prix et un univers vraiment génial qu'on a hâte de vous faire partager. En tout cas, on est en train de prévoir ça avec elle en partenariat. Voilà. Parce que si On je vous en me dira souviens plus bien, il y a des espèces de petits personnages, Oui, c'est ça. des Munchkins, ou je sais plus comment on appelle ces personnages-là. J'ai plus le nom non plus. Je vais pas dire de bêtises du coup. Ça sera la surprise quand vous viendrez. Très mignon. Et voilà, c'est c'est d'aller ça. voir l'interview. Ouais. Univers onirique. Vraiment, voilà. En plus, elle est illustratrice aussi, donc du coup, il y a la patte, il y a tout, quoi. Autrice du jeu et illustratrice. Voilà, du très beau, du très lourd. On a hâte. Bon, bah c'est cool. Eh ben écoutez,
si on est bon, on va passer à l'actu du cercle, ou du moins l'actu de ce soir. Parce qu'il y en a pas mal. Et en tout cas pour l'actu de ce soir, parce qu'on va enchaîner, donc ne quittez pas la chaîne, on enchaîne avec le cercle dont vous êtes le héros, et c'est Beria qui reprend son costume de maître du jeu ou de conteur, et qui va donc vous conter la suite de l'histoire, et c'est à vous de décider de la suite de l'histoire. On avait la dernière fois récupéré notre échalote, notre bateau, qui va nous permettre de continuer à poursuivre le capitaine Asgard et potentiellement contrer ses plans. Donc surtout, rejoignez-le. Voilà, il est dans le chat. Merci à toi, Beria. Rejoignez-le et rejoignez-nous. Restez avec nous. Et on va enchaîner. On va enfin tester, après 3 mois de teasing, de cris, de pleurs, d'avoir déchiré nos habits, de crises de larmes, de rage. On va enfin tester Twilight Sword, donc de Too Little Mice. Donc là, vous allez retrouver un univers qui va vous rappeler du Zelda Breath of the Wild, du Final Fantasy, voilà, un petit peu tous ces univers qui nous plaisent à nous, joueurs en général, joueurs de jeux vidéo, mais aussi joueurs de roleplay game en général. Voilà, ça c'est pour ce soir. Et pour la suite, éventuellement, Lima, tu dis qu'il y avait plein d'actu, mais je sais qu'il y a énormément d'actu, et je risque d'en oublier, donc je lance la perche pour essayer de pas en oublier. Eh ben, écoute, qu'est-ce qu'on a prochainement? Donc on a cette soirée là, on doit prévoir aussi une soirée multigame. Donc là, on va prévoir ça très prochainement. On aura début juillet un actual play sur le fameux jeu Notre-Dame de Paris. Ça, c'est moi qui vous donnerai la date. C'est moi qui suis très en retard sur la création du truc. Voilà, donc ça, faudra revenir vers nous en temps et en heure quand on aura la date. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on aura bien entendu le débrief de cette partie de ce soir. Qu'est-ce que... Bon, toutes les... D'ailleurs, on parle de la partie de ce soir, mais les parties, parce qu'il va y avoir Oui. 2 parties, Ah oui, et je c'est ne sais vrai. même pas s'il n'y en a pas une troisième qui est déjà en train de se profiler sur Twilight Sword, parce que tout le monde est hypé par le truc, et on a réussi à avoir beaucoup de monde qui est intéressé. Effectivement, C'est c'est clair. vrai. Il y en a déjà une qui est programmée pour juillet, effectivement, de partie, et peut-être une troisième. Ça va mettre des bâtons dans les roues dans d'autres programmes qu'on avait peut-être envie de faire, ça, finalement. Apparemment, Non, en juillet, il y a on juste un un peu invité de de qualité. Je dis ça, je dis rien. Toujours de qualité, mon cher Bender. Oui, vous me retrouverez encore. Ça va être cool, on a trop hâte en tout cas. Ah bon. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a toutes les sorties d'interviews aussi, qui vont Oui. se faire sur la chaîne YouTube. Donc on va essayer de tenir un peu le rythme, mais je vous avouerai que on peut pas se mettre à 40 sur les mêmes interviews, et on a tous nos à côté malheureusement. Donc a priori là on en a sorti 4 cette semaine, il y en a 3, peut-être 4 qui sautent la semaine prochaine. Voilà, on va essayer de tenir un peu le rythme, mais c'est du temps, il y a beaucoup de travail à faire sur le son. Merci à Powi qui fait un travail exceptionnel actuellement sur les vidéos, sur le son, etc. Parce que non pas que c'était inexploitable, mais c'est quand même plus agréable pour tout le monde si vous avez des belles interviews bien dérochées. D'ailleurs, l'interview que vous avez vue ce soir de Christophe Oyas, elle se retrouvera demain sur YouTube, avec moins de lag, parce que là, ça laguait légèrement. Elle est de bien meilleure qualité en vrai, donc vous la retrouvez sur YouTube. Mais voilà, on va essayer de tenir un petit peu notre rythme, sachant que c'est Powi qui s'y est collé, donc on lui laisse aussi le temps de faire le travail et aussi l'énergie en fonction de ce qu'elle arrivera à donner. Et puis on va essayer un petit peu de soutenir et de l'aider à faire le maximum. Voilà pour nous, pour ce soir. Il est 19h43, donc on est 44 bientôt, on est dans les temps. Je vous propose, messieurs, de clôturer cette émission pour ce soir. Merci à vous deux, Lima Is Gaming et Bender Benichou. Un petit big up à la Dice Playhouse, du coup, parce que Bender vient de la Dice Playhouse. C'est les copains, c'est la famille. Voilà, donc petit big up, petite dédicace à eux. Écoutez, restez avec nous. On va pas tarder à envoyer le générique de fin. On vous dit à la semaine prochaine.
J'ai pas encore mes invités, c'est pour ça que je fais un peu traîner. J'ai pas encore mes invités, mais on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvelle édition du 18-20. Bonne soirée. Jingle. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde, merci encore.